dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, les champions qui ont bien voulu accepter notre invitation. Donc, je ne peux pas ne pas commencer par Julie. Donc, Julie Paoletti, qui est une kayakiste et qui a été, entre autres, je ne vais pas décliner tout le palmarès de tout un chacun. Je prends mes lunettes. Donc, même si elle a été rayée de la liste haut niveau pour la saison 2011-2012 et rayée du pôle France, donc on va la gronder, on va lui demander pourquoi, elle a été en fait championne du monde en titre en course classique 2012. Donc elle n'a pas que des défauts. Ensuite, à sa droite, nous avons Bruno Sroka, c'est un kiter. Donc pour ceux qui ne sont pas branchés, vous savez, le kite, c'est quelque chose qui se fait, c'est un peu les planches de surf avec des voiles, mais c'est des voiles qui sont supportées par des lignes. Ce n'est pas supporté par des mâts, c'est plutôt supporté par des lignes. Donc lui, il a entre autres traversé le Cap Horn en 2008. Et ça a influencé sur l'ensemble de sa carrière, mais on lui demandera de nous préciser tout ça. Donc à la gauche de Julie, quelqu'un qui fait de l'aviron. On les appelle comment? Les avironneurs ou les... Non, c'est comment? Les rameurs, pardon, les rameurs. Donc les rameurs. Donc Sébastien a été champion olympique à Athènes. Donc bravo. Et donc il va nous aider notamment à bien définir son projet pour être plus efficace. Et donc je crois que ça va être un des éléments essentiels, enfin d'après ce que tu nous as dit. C'est pour nous mettre à l'aise. Bien. Donc je te remercie Sébastien de nous accompagner sur cette voie-là. À la gauche de Sébastien, donc on a Nicolas Vimon Vicari, qui a été entre autres rameur, mais aussi vice-champion olympique de voile. C'était paralympique. De voile à Athènes, à Pékin. Donc, et pour finir, donc en attendant Franck, nous avons Éric Terrien. Donc c'est le petit dernier et qui correspond en fait à la pratique de stand-up paddle. Donc, alors je ne sais pas si on dit paddle, stand-up paddle, sup, sup, je ne sais pas, il faut dire comment en fait. Tout ça marche, voilà. Parce que quelquefois j'ai l'air ridicule quand je dis sup, je fais du sup. Alors je ne sais jamais s'il faut que je dise paddle, du sup, du sup, parce que stand-up, voilà. Donc il fait en fait du stand-up paddle. Donc de la planche à rame ou je sais la planche à pagaie. Et donc c'est le numéro 1 européen, notamment en race, et il a fait 3e aux mondiaux de relais en 2013. C'est bien ça? Donc alors soit je commence par Sébastien, soit je commence par Julie. Mais en même temps, Julie est plus jeune, donc je me disais que ça serait peut-être pas mal qu'on commence par Sébastien. Si tu en étais d'accord, bien sûr. Donc, alors, Sébastien, en fait, il nous dit qu'effectivement, il y a dans les grandes lignes des réponses qu'il nous a données, t'as donné une grosse importance au projet de l'athlète. Et donc, en fait, on leur a posé quelques questions. On leur demandait notamment de nous définir en fait des moments clés ou des périodes clés ou des événements marquants. Et donc, sur ce genre de questions, il nous a répondu qu'en fait, l'idée, ce qui était à l'origine de la performance, et notamment la tienne, c'était la difficulté, c'était de bien définir son projet pour être vraiment efficace. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui.
bien sûr, avec plaisir. Écoutez, d'abord, bonjour à tous. Juste quelques mots de présentation. Moi, ça fait maintenant un petit bout de temps que je ne suis plus, je me sens un peu retraité parmi tous les athlètes en activité. Je suis entraîneur national à la Fédération française d'aviron. Et j'ai arrêté ma carrière après les Jeux d'Athènes en 2004. Le résultat me paraissait assez honnête pour arrêter là. Mais oui, c'est vrai que sur les différentes questions que vous nous avez posées, notamment la question sur les moments clés d'une carrière. Alors bon, c'est pas du tout de la théorie, hein. Moi, ça s'est passé comme ça pour moi, donc avec beaucoup d'humilité, j'en fais une règle. Mais c'est vrai que sur ces moments clés, la première période, moi, qui m'est remontée en faisant un petit feedback sur ma carrière, c'est cette définition du projet. C'est vrai que de jeunes athlètes, et je l'ai été pendant quelques années, la plupart du temps, vous êtes bon dans une discipline et puis les choses se passent, et puis vous êtes champion de France, et puis vous êtes champion du monde junior, et puis ça fait partie de votre vie, de votre développement. Il y a la vie de club, et puis vous allez dans un pôle France, et puis vous faites vos études, et tout se construit un petit peu. Et moi, bêtement ou normalement, je ne m'étais jamais vraiment posé la question très précise de ce que je voulais faire réellement dans tout ça. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit que, avec du recul et un petit peu peut-être d'expérience, le meilleur moyen d'atteindre son objectif, ou de prendre le bon chemin pour atteindre son objectif, c'est peut-être savoir où on veut aller précisément, puisque le haut niveau ne fait pas ou ne laisse pas la place à beaucoup de détails. Et ce fait, ça paraît un peu une lapalissade, mais c'est vrai que de savoir exactement où on veut aller, ça permet de prendre le bon chemin. Et avant de ce moment clé dont je vais vous parler, j'avais un chemin. Il était peut-être pas très loin de la grande nationale qui allait directement vers mon objectif, mais je ne l'avais pas pris, cette grande nationale. J'ai un peu une départementale à côté, quoi. Et pour ma part, ça s'est passé à Sydney. C'était mes deuxièmes Jeux Olympiques, parce que j'avais fait Atlanta en 96 et je me retrouvais à Sydney. C'était donc mes deuxièmes Jeux. Et pour une énième fois, j'étais en finale B des Jeux Olympiques. Pour l'aviron, la finale B, ça correspond de la 7e à la 12e place. Alors on peut prétendre faire du haut niveau à ce niveau-là. Voilà, je faisais du haut niveau, je m'entraînais beaucoup, mais j'avais 24 ans, je voulais être étudiant, je voulais être sportif de haut niveau, et puis les choses se passaient comme ça. Et à Sydney, je me suis retrouvé dans une équipe de France qui a eu pas mal de succès, puisqu'il y a eu 2 titres olympiques et une médaille de bronze. Et je me souviens très bien de ce samedi. C'était les premiers jours des finales, et les Français ont enchaîné 2 titres olympiques. C'est-à-dire qu'il y avait des gens comme moi, qui faisaient la même programmation que moi, qui venaient des mêmes filières que moi, et qui avaient une médaille d'or autour du cou. Et moi, pour la énième fois, je restais encore en finale B. Et jusqu'à présent, ça ne m'avait jamais vraiment gêné, puisque voilà, j'étais bien dans ma discipline. Et c'est cette fois-là où je me suis dit, tiens, mais moi, je ne veux pas être en finale B, je veux la médaille que les gens autour du cou, là. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, mais si tu n'es pas content avec ça, avec ta finale B, si c'est ça que tu veux, est-ce que tu fais vraiment tout ce que tu dois faire au quotidien pour avoir cette médaille? Tu fais peut-être la même programmation, mais est-ce que tu es vraiment dans le vrai au quotidien? Et donc je me suis posé toutes ces questions-là, et ça a été déterminant pour le reste de ma carrière. Je me suis aperçu que oui, on avait peut-être le même programme, on venait peut-être de la même fédération, du même pays, mais ce que les gens qui avaient la médaille autour du cou faisaient au quotidien, j'en étais très très loin. Et j'ai pu le déterminer seulement à partir du moment où je savais ce que je voulais exactement. Je ne voulais pas faire du haut niveau, je ne voulais pas aller aux Jeux Olympiques, c'était les 2e Jeux Olympiques que je venais de faire. Je voulais être champion olympique. Ça paraît tout bête, mais je ne l'avais pas vraiment défini. Et à partir de ce moment-là, quand vous savez exactement ce que vous voulez faire précisément, ça vous permet de mettre en place au quotidien le niveau de performance, le niveau d'exigence, le niveau d'investissement en adéquation avec votre objectif final. Pour moi, ça a été quelque chose de déterminant. Ok, merci. Bon, si jamais vous avez des questions, merci de me le signaler. Il n'y a pas de souci, hein, je relayerai
je prêterai bien volontiers mon micro. Un tout petit détail, pas d'organisation, mais il y a dans cette salle des gens qui ont participé aux Jeux de Sydney, il y a des gens qui ont entraîné, qui ont accompagné des athlètes. Donc je pense que si ces gens-là veulent réagir, il n'y a aucun souci. Donc, alors, je vais en venir toujours un peu dans cette même approche, hein, savoir ce qu'on veut faire réellement, savoir où on veut aller réellement. Donc, je vais me tourner du côté de Julie. Et je sais qu'aujourd'hui, enfin, a priori, tu as choisi le kayak ou dans ta tête, tu as encore toujours l'ambition de devenir une championne d'équitation? C'est nouveau ça. Non, j'ai choisi le kayak il y a bien longtemps quand même. En fait, avant, je faisais de l'équitation, je ne sais pas si on peut dire à haut niveau, mais j'alternais les deux. Je faisais beaucoup de kayak et beaucoup d'équitation. Et puis, j'ai obtenu une médaille au championnat de France d'équitation quand j'étais jeune. Et c'est vrai qu'il me manquait le petit aspect physique en équitation. Et du coup, je me suis plus orientée vers le kayak. Voilà. D'accord. Là, tu fais kayak. Ah non, mais là, je fais plus du tout d'équitation. C'est terminé. J'ai arrêté à 13 ans. Sûr. Oui. C'est terminé. Bon, alors, entre nous maintenant, puisque personne n'écoute, pourquoi, en fait, tu as été sortie de ce pôle France? C'était pas Papia qui s'en occupait ici? Non, parce que j'étais mauvaise et que les résultats n'étaient pas là. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il n'y a pas de souci, tout le monde ne peut pas y rester et j'avais pas les résultats suffisants pour y rester. Du coup, je me suis entraînée hors structure, donc à 1 km du pôle France. Et je faisais beaucoup de séances avec le pôle France. En fait, j'étais partenaire d'entraînement du pôle France. Et je me suis fait suivre par un entraîneur à côté, Étienne Baudu, qui me faisait tous mes plans d'entraînement et qui me suivait aussi d'un point de vue psychologique. Et à côté, il y a l'entraîneur du pôle France, Nicolas Lally, qui me suivait aussi. Donc j'étais suivie par 2 très bons entraîneurs et j'évoluais aussi au sein d'un collectif. C'est juste que je n'avais pas la structure, en fait. Et qu'est-ce qui a fait, en fait, cette bascule? Comment tu as réussi à rebondir? Et en fait, je suis sortie du pôle France. Et puis là, il y avait 2 solutions qui étaient devant moi. La première, c'était de baisser les bras et d'arrêter et de me dire voilà, je suis hors structure, ça va être trop compliqué, j'arrête. Et la deuxième, c'était de me dire non, mais là, il faut prendre ça comme une chance, faut rebondir là-dessus et il faut mettre toutes les chances de son côté, trouver les bons acteurs et puis y aller et avoir beaucoup de rage et se servir de cette rage pour gravir les échelons et progresser. Ça t'a plutôt énervé? Ouais, ça m'a énervé, mais je pense que j'aurais jamais été championne du monde si t'étais resté plan-plan au Pôle France. Non, mais vraiment. Bien. Vraiment, j'en suis sûre et j'en suis certaine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il y a eu un réel choix. Voilà, c'est ça que je voulais faire, quoi. Il y a un réel choix et puis en fait au pôle, l'année où je suis arrivée au pôle, j'étais un peu assistée et j'étais pas actrice de mon projet. Et le fait de me faire sortir du pôle France, je me suis posé des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Et de ces questions, il en est ressorti que, justement, comme le disait Sébastien, il fallait que j'ai un projet précis, que j'ai des points précis sur lesquels il fallait que je progresse. Et il faut aussi noter un point, c'est qu'en fait, j'ai changé de discipline. J'étais kayakiste avant et l'année où je suis sortie du pôle France, j'ai décidé de me réorienter un peu vers le canoë. Donc je faisais du kayak et du canoë. En fait, le canoë, c'est une nouvelle discipline qui s'est ouverte au niveau international. Et le fait de faire du canoë, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est une discipline dans laquelle je me fais plus plaisir. Ça veut dire, d'un point de vue technique, c'est différent. D'un point de vue physio aussi, c'est différent. Et donc, il y a eu beaucoup de changements, en fait. Et tous ces changements m'ont beaucoup apporté. Bien. Donc, tu es éclectique un peu. En termes de discipline sportive, peut-être que dans quelques années, on te retrouvera à côté d'Eric. Non, j'ai juste profité du fait qu'il y ait une nouvelle discipline qui s'ouvre au niveau international, donc depuis 2-3 ans. En fait, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me faisais juste plus plaisir dans cette discipline. Ok, alors,
Donc, toujours sur cette notion de projet, faire des choix, savoir exactement ce qu'on veut faire, je me tourne vers Bruno. Donc, en fait, Bruno, il fait plein de choses, Bruno. Donc, il a loupé... Ça me rappelle une discussion d'hier, ça. Il a loupé, mais il n'était pas le seul. Il a loupé, mais de très peu. À un cheveu, il a loupé une carrière qui aurait pu le mener au titre olympique en kite. Mais bon, ça c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. J'ai pas loupé, c'est que l'activité est sortie des Jeux Olympiques. Donc à partir de là, il n'y a même pas de loupé ou pas loupé. C'est pas mon choix personnel. Voilà. Donc en fait, ça t'a pas aidé à faire des choix. Donc là, en kite, il y a pas mal de disciplines. C'est une discipline émergente. Ça fait une vingtaine d'années que ça existe. La compétition, on ne peut pas dire, est pas balbutiante, mais il y a beaucoup moins de... Il n'y a pas encore des millions de pratiquants sur ces disciplines-là. Quand on parle quand Sébastien ou Julie parlent de projets clairement identifiés, est-ce qu'en kite, justement, c'est pas difficile d'avoir ce projet identifié, étant entendu qu'en kayak et en aviron, la légitimité sportive, elle est notamment, et peut-être surtout, olympique. Là, comment arriver à faire des choix? Faire une carrière de race, aller vers l'olympisme, mais après Rio, ou continuer à faire des coups, des aventures, Est-ce que c'est simple à gérer ce genre de choses quand on est dans une discipline avec plein de modalités de pratique différentes? Alors, l'activité, elle est pas simple en soi, dans le sens où c'est une activité jeune et qui est en plein essor. Donc, à partir de ce moment-là, on est confronté à des difficultés qu'on n'a pas dans d'autres activités. On n'est pas structuré. Alors, la structuration arrive. On a un statut de haut niveau qui arrive dans l'année prochaine, normalement. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait donc un soutien de la fédération de vol libre qui nous permettait de se développer avec un entraîneur, avec des entraînements, mais ça s'est développé il y a un an et demi. Et avant, on était plutôt de manière autonome à gérer nous-mêmes notre carrière d'un point de vue, je dirais plutôt business sportif, à essayer de trouver des solutions pour, financer les compétitions et continuer à vivre. Et de la même manière que mes deux interlocuteurs, j'ai eu une révélation au cours de ma carrière. Donc 2007, je gagne le championnat d'Europe, le PKA, donc on va dire que la Coupe du Monde et le championnat de France. 2008, je pars sur un projet aventure, parce que je rêvais de ça depuis plusieurs années, c'était de passer le Cap Horn en kitesurf, sur une distance de 100 000. Et puis forcément, j'ai loupé un petit peu ma saison sportive, parce que j'étais concentré sur d'autres projets, en particulier cette traversée. Et puis... mon sport, ma discipline qui est la course racing est très liée au développement du matériel. Alors en 2007, quand on commençait, on n'était que sur des prototypes quasiment. Là, on commence à être sur du matériel. On n'est que sur du matériel de série, donc la donne a changé. Ce qui fait qu'en 2009, j'ai été dans un flou de pratique, ou en tout cas d'ambition. Je ne savais pas dans quelle direction aller. Je n'avais pas gagné forcément le championnat en 2008. Et donc l'idée, j'avais une envie de revenir au top, mais j'avais pas la structuration, en tout cas l'organisation pour pouvoir le faire. Et j'ai eu la chance de rencontrer un shaper de planche qui était un ancien compétiteur en planche à voile, Paolo Rista. Et en fait, on s'est rencontrés en janvier, je crois, ou en décembre sur la Bretagne. Il vivait sur Hawaï. Et on a échangé sur tous nos parcours. Et en fait, on avait une envie qui était majeure, c'était de se dire... On veut faire développer l'activité, on veut changer l'activité, on veut la révolutionner d'une certaine manière, c'est-à-dire trouver un moyen de navigation complètement autre de ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire juste avant 2007-2008, on naviguait sur le rail un peu comme un wakeboard. Et là, l'idée, c'était, on était tous les deux anciens planchistes, et c'était de se dire, mais c'est pas efficace pour remonter au vent, pour aller vite. Donc l'idée, c'était de se dire, on va essayer de naviguer à plat. Et donc il y avait une construction technologique qui était une innovation technologique à mettre en place, donc de la recherche, du développement, et en même temps un objectif pour moi qui était clair et lisible à ce moment-là, c'était de se dire, on développe du matériel
dans l'objectif d'être champion du monde et de gagner tous les circuits qui existent au niveau du kite et au niveau de la race. À ce moment-là, on n'avait pas une fédération internationale, donc l'ICA, la classe internationale qui était présente. Donc c'était des tours privés, il y avait 2 tours privés. Donc forcément, s'il y avait 2 tours privés, c'était compliqué aussi en termes d'organisation. C'est-à-dire, si je gagne un tour, je ne gagne pas l'autre tour, c'est pas clair qu'il y ait un seul gagnant, un seul vainqueur. Donc l'idée, c'était on révolutionnel, ou en tout cas on essaie de développer le matériel, et en même temps, on essaie d'aller sur le titre de gagner les 2 Coupes du Monde pour être le seul reconnu en tant que vainqueur de ces championnats. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, l'avantage, c'est que je me suis associé avec cette personne. Cette personne est un très bon navigateur. Ça a été mon sparring partner pendant quasiment 2 ans. Et on a monté une structure, une mini-structure entre nous qui nous a permis de nous entraîner, mais de manière analytique, structurée, organisée, en éliminant tous les paramètres qu'on pouvait éliminer pour évaluer l'évolution du matériel, mais en même temps pour progresser en 1 contre 1, c'est-à-dire même choix de matériel, même planche, même harnais, même gabarit, on navigue dans les mêmes conditions, on a analysé l'ensemble. Et c'est vrai que ce choix-là et cette rencontre-là m'a permis d'optimiser la performance et de clarifier mon but pour aller un objectif précis avec des contraintes plus ou moins grandes, hein. Clairement, j'avais perdu mon partenaire, je devais en retrouver un. Forcément, quand je vais voir un partenaire toc-toc, je vais être champion du monde, ça marche pas comme ça. Et donc, j'ai réussi à faire une saison avec un budget de 2500 €, à faire 16 compétitions dans l'année. Et le seul moyen, c'était de gagner chaque compétition pour payer la compétition d'après. Donc, ça a été en termes d'organisation, en termes de structuration, qui a entraîné des problèmes après sur des problèmes de santé, d'organisation, de fatigue, parce que pas le budget pour aller sur certains déplacements, donc je trouve des déplacements, c'est-à-dire au lieu de faire la ligne directe en avion pour aller par exemple de Rio au Canada, à Moncton, j'ai fait 48 heures d'avion pour économiser 700 € d'avion. Donc ce qui fait qu'au bout de 48 heures j'étais fracassé, donc je suis resté 2 jours au lit pour récupérer, et au lieu de faire une place de premier, j'ai une place de deuxième sur cette compétition, donc voilà, qui entraîne des conséquences et des problèmes dans toute l'organisation derrière. D'accord. Donc, alors ça, c'est des difficultés liées au décalage horaire. Et Eric Terrien nous en parlait notamment. Hein. Ça, c'est assez délicat. La gestion de la fatigue notamment sur des grands déplacements. Hein. Tu nous disais par exemple que quelquefois tu pouvais être là 3 jours, tu pouvais être là pendant 15 jours pour préparer l'épreuve, et que ça se passe plutôt pas bien. Et puis il y a des moments où tu te retrouves en difficulté de décalage horaire ou de fatigue, et puis là ça se passe plutôt pas mal. Donc comment tu pourrais prolonger ce que dit Bruno là-dessus? Non, en fait, ce que je disais, c'est que de toute façon, à partir du moment où il y a un grand voyage, un long voyage, et surtout quand on passe du temps dans les aéroports, dans les avions, dans des endroits où il y a énormément de monde, et on se retrouve confronté à un grand risque, notre immunité est mise à risque, quoi. C'est jamais bénéfique sur le papier, parce que on fait un long voyage, on manque de sommeil, on mange pas forcément comme on veut, quand on veut, on se retrouve complètement en décalage par rapport au rythme qu'on a quand on est en entraînement, par exemple. Et donc, c'est jamais bénéfique. En fait, mais je disais ça, et en même temps, je disais que malgré tout, c'est pas parce qu'on se retrouve à faire un grand voyage qu'on va faire une mauvaise performance, ou c'est pas parce que ce long voyage nous a mis en difficulté sur le niveau physique qu'on va forcément faire une contre-performance. On peut malgré tout avoir de super résultats après un long voyage. Tout comme on peut organiser un voyage de façon parfaite en prévoyant du temps sur place avant l'échéance et faire une contre-performance. Donc je mettais un peu ça en comparaison. C'est pas... Voilà, c'est un des éléments qui peut freiner ou qui peut accélérer. Tu nous parlais aussi de... Bruno nous parlait de collaboration, notamment avec un chapeur ou avec un sparring partner. Toi aussi, tu es dans une discipline relativement neuve, on va dire. Et bon, tu présentes la particularité de travailler
actuellement de manière assez proche avec un shaper. Et puis tu travailles aussi, alors ça peut être intéressant justement quand on aborde des problématiques un peu transversales, notamment au nautisme. Tu travailles avec un préparateur qui était plutôt kayakiste. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Comment tu arrives à travailler avec différents acteurs pour améliorer tes performances? Voilà, donc déjà je vais remettre un peu dans le contexte ma situation. Parce que par exemple quand on parlait de projet tout à l'heure, moi la particularité c'est que j'ai commencé une activité en même temps qu'apparaissait cette activité. Donc en 2008, en 2007-2008, quand j'ai commencé à ramer, on n'avait aucun modèle, on se doutait que l'activité allait progresser, mais on ne savait pas à quelle vitesse, on n'avait pas de modèle de haut niveau dans l'activité. Et donc, on ne se posait même pas la question du projet, parce que de toute façon, il n'y avait ni haut niveau, il n'y avait pas de championnat du monde, il n'y avait rien. Donc en 2009, quand les premières courses ont commencé à s'organiser, à ce moment-là, moi je pensais que j'étais même plus surfeur que coureur. Donc j'y suis allé un peu par hasard et ça a bien marché. Et donc j'ai directement, j'étais voir un ami qui shapait les planches. Et directement, je me suis intégré dans le développement des planches, qui a été la solution pour pouvoir commencer à gagner des courses. Et à partir de là, en 2010, quand le sport a commencé doucement à se professionnaliser, j'avais déjà un pas d'avance sur les autres parce que je savais déjà quelle planche j'avais besoin. Et je savais faire les planches dont j'aurais besoin sur la compétition suivante. Et au fur et à mesure des mois, on voyait que chaque course prenait plus d'ampleur, que le sport commençait à avoir son élite, que les magazines commençaient à apparaître, donc que le sport prenait de plus en plus d'ampleur. Et là, mon projet, c'était de me dire, il faut absolument que je commence à m'entraîner, à rentrer dans des routines d'entraînement. Donc à ce moment-là, c'est pareil, on n'avait aucune base. Et donc c'est à travers Braulio Fernandez, qui est un entraîneur de kayak, que j'ai réussi à trouver cette routine. Donc cette routine d'entraînement, cette préparation, qui m'a permis, dès 2010, avec la combinaison entraînement et développement des planches, de me retrouver au top au niveau européen. D'accord, donc tu t'évolues en même temps que la discipline et si possible, tu prends un petit peu d'avance, quoi. Il faut toujours essayer d'anticiper, quoi. Bien, donc en matière d'appui, je vais me tourner maintenant vers Nicolas. Et alors, j'ai toujours trouvé très paradoxal le fait que, somme toute, relativement souvent, tu nous parles d'Olivier Le Rouge comme un expert ou comme un appui possible, en fait, pour performer. Mais bon, Olivier Le Rouge, en fait, alors que tu es aveugle, c'est ça, où tu as des problèmes visuels, et Olivier Le Rouge, lui, il est dans la vidéo. Donc j'ai toujours eu du mal, je me suis toujours posé la question de me dire, mais comment Olivier peut aider, alors notamment des gens comme Nicolas, avec un appui sur cette technologie-là? Bien, Olivier, d'abord, c'est peut-être parce que je suis attiré par les couleurs, donc le rouge, j'aime bien le voir aussi. Et non, mais tous les sportifs, même si moi j'ai vu avant de perdre la vue, donc je travaille beaucoup avec la visualisation. Dans les manœuvres, je me fais mon film dans la tête, donc je suis toujours en train de visualiser. Donc, de ce que je vis à l'intérieur du bateau avec les caméras embarquées, après il y a ce qu'on pourrait appeler le troisième œil qui me sert bien du coup pour analyser ce qui est en train de se passer et décortiquer, je pense que font tout le monde sur des bateaux pour analyser le déroulé de la manœuvre. Et donc dans ce sens, j'ai besoin d'avoir cette vue de l'extérieur qui va compléter ce que moi je ressens de l'intérieur. Mais de toute façon, la visualisation,
l'image, le commentaire de l'image m'importe, j'ai besoin de mettre des images sur mes gestes. Et il n'y a pas que l'image, il y a le son qui va bien avec, et donc ça nous renvoie aussi sur les problématiques de communication, et d'autant plus que quand on n'y voit pas sur un bateau, bien sûr il y a le sens marin qui induit ce qui est en train de se passer. J'attends pas forcément qu'on me dise là on est en train de virer ou d'empanner, je ressens bien aussi les choses. Mais à un moment donné, comme je n'ai pas d'anticipation avec les acteurs qu'il y a autour de moi, toujours, j'ai besoin d'avoir des mots qui me situent exactement dans l'action. Et c'est là où il y a un travail plus particulier peut-être de com, c'est-à-dire avoir le bon mot qui tombe au bon moment. Et comme j'ai dit dans le compte-rendu envoyé, c'est un peu comme au Scrabble. Moi, il y a des mots qui comptent triple. Hein. C'est-à-dire, si on me balance un mot, bon, je vais peut-être sentir qu'il y a un truc qui ne va pas avec l'action, qu'il n'est pas adapté. Mais généralement, pour être performant, il faut que le mot tombe au bon moment et sur la bonne action, quoi, en fait. Peut-être quelques mots, Franck. C'est difficile de présenter Franck parce qu'on ne sait jamais où il est, en fait. Quelquefois, il est sur un grand bateau monocoque, des fois sur un grand multicoque, tout seul, avec des potes. Ensuite, là, il se remet sur des tout petits bateaux avec des copines. En même temps, il voudrait faire la Coupe de l'América. Voilà, on s'y perd un peu, mais en même temps, la constante, ou ce qui fait peut-être la patte de Franck Camas, c'est qu'en fait, il gagne tout. Donc c'est ça qui est un peu surprenant. Non, je gagne pas tout, par contre j'en fais beaucoup, comme ça j'ai plus de chances de gagner en fait. Non, mais depuis 15 ans, déjà j'ai la chance d'avoir un partenaire avec Groupama qui m'a permis de faire des projets toujours plus ambitieux et donc toujours plus motivants pour moi. Après la course du Figaro que j'ai fait pendant 4 ans, entre 94 et 98, j'ai fait surtout du multicoque de 60 pieds dans un premier temps avec 2 bateaux construits, et ensuite du 105 pieds pour faire notamment le trophée Jules Verne, qu'on a fini par battre, mais au bout de la 3e tentative, dont la première s'était quand même mal terminée au large de la Nouvelle-Zélande. Et puis ces 3 dernières années, après le trophée Jules Verne et la Route du Rhum que j'ai pu faire avec ce même bateau, on a fait la Volvo Ocean Race qui était plutôt nouveau pour nous puisque c'était des adversaires différents et un bateau différent, c'était un monocoque. On avait normalement la possibilité de faire 2 Volvo Ocean Race. La première c'était pour nous tester, donc on a pris pas mal de risques techniques et même dans la façon dont on s'est préparé, et finalement ça a fonctionné dès la première tentative. Et on est bien content d'avoir pu mener un équipage et un projet français devant les anglo-saxons qui avaient la main mise sur ce type d'épreuve. Et puis, depuis, ça c'était juillet dernier, pendant la course autour du monde, quand on avançait à 5 nœuds arrêtés dans les Bahamas, je me suis dit, et qu'on venait d'annoncer que le catamaran allait à nouveau être olympique, et que j'avais eu une petite expérience en Formule 18 il y a quelques années, je me suis dit ça peut être sympa après l'arrivée de la Volvo de revenir sur un petit bateau et de faire la régate au contact. Et voilà, donc ça fait quelques mois que j'essaye de faire ça avec mon équipière qui n'est pas toujours disponible et moi non plus, mais voilà, c'est de toute façon une expérience qui me servira. Et à côté, cette année on va faire le Tour de France à la voile. Donc quand même 34, également la petite Coupe de l'América, qui est un projet très technique et qui va surtout faire travailler mon bureau d'études, puisque c'est surtout la conception d'un bateau, d'un classé, donc un catamaran de 25 pieds avec une aile rigide et toute la technologie qui est aujourd'hui sur les bateaux de la Coupe de l'América, mais bon, avec des moyens financiers beaucoup plus faibles. Dites-moi, je voudrais vous rappeler que Franck Camas n'est pas seulement l'un des participants de la table ronde des champions, mais il est également le parrain de ces rencontres de l'ENVSN 2013. Donc je le remercie d'être présent.
Je le remercie d'avoir accepté ce parrainage de cette manifestation et j'aimerais qu'il nous dise 2 mots sur le sens qu'il donne au parrainage qu'il nous a accordé. Merci d'avance. Ben, c'est un honneur, c'est quand on devient vieux qu'on devient parrain, donc ça, par contre c'est mauvais signe. Mais non, c'est juste, je trouve que le NV c'est un super outil pour la performance dans notre sport, dans le sport que je connais. Ça fait 6 mois que j'ai jamais passé autant de temps à l'ENV depuis les 6 derniers mois. Et puis voilà, il y a des gens passionnés qui s'attachent à tous les aspects de la performance en voile, que ce soit technique, que ce soit la recherche, que ce soit physique, que ce soit évidemment l'entraînement sur l'eau. Et voilà, c'est un outil qu'il faut garder et continuer à développer. Voilà, quoi dire. On a passé 3 jours d'entraînement à l'ENV en match race et puis on a gagné la semaine dernière le championnat. Donc c'est efficace quand même. On a fait pareil pour le Tour de France à la voile, ça fait 15 jours qu'on s'entraîne ici. Voilà, juste pour dire que je pense que dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça avec la possibilité et la souplesse, parce que très vite, on peut, avec une équipe professionnelle, venir s'entraîner ici et avoir accès aux ressources qui existent ici. Oui, non, là, pour nous, c'est une reconnaissance fondamentale. Je remercie Franck des quelques paroles d'encouragement qu'il vient de prononcer. C'est vrai que nous avons la chance, à travers ces différents projets, de le voir de temps à autre dans l'établissement, de plus en plus souvent. Et c'est vrai que c'est vraiment une reconnaissance pour nous de voir qu'un champion de ce calibre peut trouver intérêt à venir s'entraîner dans l'établissement. Nous avons la prétention d'être effectivement une plateforme multiservice performante. Des champions le disent également, donc merci Franck. Merci à vous de nous accueillir.